Bonjour à vous, Alain Coursol, ACE Solutions Canines. Certains d'entre vous, vous me connaissez. Donc, éducateur canin, expert en comportement canin, spécialisé notamment en réactivité et agressivité. Naturellement, je développe aussi des chiens pour l'obéissance de base et avancée. Également, chien d'intervention que j'ai fait longtemps. Et je fais encore actuellement des chiens d'assistance. Alors, j'ai réfléchi un petit bout de temps, mais pas trop longtemps, parce que j'aime faire preuve d'ouverture. Je ne fais pas partie d'une pensée avec des dogmes, donc rigidité, et pas vouloir modifier mes pratiques. Alors, finalement, j'ai décidé de publier une formation, une conférence que j'ai donnée avec des intervenants à travers le monde, comportementaliste, vétérinaire, éducateur canin, intervenant canin. Et il y avait aussi des gens passionnés par le domaine canin. Il y avait plus d'une soixantaine de personnes. Et on m'avait invité à parler justement de réactivité et d'agressivité. J'ai fait ça à quelques reprises naturellement, donné des conférences, des workshops. Cette fois-ci, c'était plutôt une diffusion, une explication de mon approche en éducation canine, basée aussi sur la science, avec des ateliers de réflexion. Puis l'avantage, c'est que l'on a mélangé des gens avec différentes approches. Donc, balance dog training, renforcement positif pur, etc. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais diffuser la première partie. Il y a 3 parties. C'est une conférence formation qui a duré plus de 6 heures. Il va y avoir à peu près là, 4h45, 5 heures de formation que j'ai retirée. Les discussions ont été conservées dans les différents ateliers naturellement, par souci de confidentialité des personnes présentes. Alors, pour tout le monde, pour les passionnés, ce que je vous invite à faire, c'est suivant l'écoute de la première partie, si ça vous intéresse, vous m'envoyez un courriel, et dans le courriel, vous allez expliquer, premièrement, votre nom, votre prénom, l'approche que vous utilisez, votre expérience dans le domaine canin, si vous vivez des problèmes de réactivité, d'agressivité ou autres, et également pour les intervenants, éducateurs, comportementalistes, etc. Vous pouvez aussi me spécifier l'entreprise pour laquelle vous travaillez ou si vous êtes travailleur autonome, un lien vers votre page Facebook ou votre site web avec un numéro de téléphone où vous acceptez que je vous contacte si nécessaire, si jamais j'ai envie de discuter davantage avec vous. Et à ce moment-là, il va y avoir la publication de la partie 2, de la partie 3, et à la terminaison de la partie 3, je vais fournir un petit questionnaire, et ce questionnaire, vous allez pouvoir le compléter, et je vais vous donner une attestation du nombre d'heures de la formation, qui dure là, en moyenne 5 heures, pour la publication là, uniquement de l'information, mais il y avait des gens avec moi là qui ont conservé certaines questions pertinentes que je réponds, qui ont été discutées dans les ateliers, mais que je réponds ouvertement pour le bénéfice de tout le monde, pour tous les passionnés du domaine canin là, qui auront démontré leur intérêt en répondant au courriel. Toute cette information-là sera inscrite là, sur ma publication, soit dit en passant, incluant mon courriel. Alors, merci à vous, puis j'ai envie de vous dire, bon visionnement, puis j'espère que je vais pouvoir vous faire progresser. Au plaisir! Alors, bonjour à vous, j'espère que ça va bien. Donc, merci de me recevoir. Alors, Alain Coursol, donc éducateur canin, expert en comportement canin là, depuis 25-30 ans. Alors, aujourd'hui, la raison pour laquelle on m'a invité, c'est pour parler notamment de l'expertise que j'ai développée au fil des années sur les problèmes comportementaux, notamment la réactivité et l'agressivité. D'entrée de jeu, j'aurais envie de vous dire là que
je vais enregistrer la présentation PowerPoint. Cependant, les échanges qu'on pourra avoir dans les différentes salles, les salles virtuelles, étant donné qu'il y a des gens un peu partout, là, autant au Québec qu'en Europe, la présentation se donne en français, là, participent. On a des vétérinaires comportementalistes, des éducateurs, des intervenants et même des gens passionnés, des maîtres propriétaires de chiens. On est près d'une soixantaine, là. Albert, on m'a indiqué, il y a un chat, juste un instant. On est une soixantaine de personnes, donc ce que l'on a décidé de faire, c'est de créer 6 salles virtuelles. La distribution s'est faite selon le petit questionnaire qui vous avait été envoyé, c'est-à-dire à savoir quelles sont les approches ou les pratiques que vous utilisiez, dans le but de pouvoir mélanger là, les personnes, donc autant des gens en éducation canine positive, autant des gens en Balance Dog Training, autant des personnes qui touchent un petit peu à tout sans trop le savoir, notamment au niveau des propriétaires. On a eu des réponses là, qui allaient un petit peu dans différents sens. Et le but, c'est d'assurer finalement des échanges qui vont être cordiales, respectueuses, et il va y avoir des médiateurs dans chacune des salles, dont Léonard, Albert, Maria, Lydia, Vincent et Sandrine. J'irai vous visiter dans chacune des salles pour répondre à vos questions naturellement, parce que, bon, je fais la présentation, comme je vous ai signifié par respect de confidentialité, la présentation va être enregistrée, mais pas les propos qu'il va y avoir dans les différentes salles, mais par souci de pouvoir transmettre de la bonne information, on va également prendre quelques questions qui vont avoir été soulevées dans les différentes salles, puis je pourrai donner, ou du moins rappeler là, brièvement, mon opinion sur chacune des questions, et ça sera enregistré. Donc, pas de souci, votre nom, votre visage n'apparaîtra pas dans la diffusion de cette présentation. Alors, je ne veux pas m'étendre trop longtemps non plus sur ce que je fais, mais oui, j'ai développé des chiens d'intervention là pour notamment la police. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai fait mes cours de maître chien. Je développe des chiens d'assistance et comme j'ai dit précédemment, la majorité de mes clients qui viennent me constater, c'est pour avoir vécu ou vivre des problèmes comportementaux avec leur chien, du moins ils qualifient ça de cette façon-là, principalement la réactivité ou l'agressivité, mais naturellement, je fais aussi des séances personnalisées là, pour l'obéissance de base, l'obéissance avancée aussi pour faire de la compétition, par exemple, pour en avoir fait aussi quand j'étais plus jeune, du Shetson, non, APO. Voilà, donc on pourra reparler de tout ça si nécessaire. Alors allons-y, donc on va démarrer cette présentation. Donc on a ici une petite vidéo, j'espère que vous m'entendez bien. Albert, tu peux me confirmer dans le chat qu'on m'entend bien. Excellent, merci. Alors je vais partir la vidéo. Et je vous invite à écouter attentivement et prendre des notes pour arriver à des questions éventuellement dans les salles virtuelles là, qui vous a été attribuées. On va se promener la tête à gauche puis à droite. Puis je vais essayer de travailler naturellement la marche. Là. On avait déjà parlé de ça. Là. On voit que tu as toujours une tension sur ta laisse. Oui. Hein? La tension... Elle n'est pas grande, mais il y a toujours une petite tension. Tout à fait. Oui. Juliette. Elle est
toujours à la recherche. Hein? Ouais. Donc, ça, mon objectif, là, ce serait de pouvoir dire elle est plus détendue dans la marche. Naturellement, elle est rendue à 4 ans, hein, Juliette, à peu près. 4 ans. Ah, c'est son carnet de Ouais, ça, c'est vaccination. important, là, s'il arrive J'ai hâte quelque de chose, penser. là. Oups, excuse-moi. Puis, rappelle-moi, tu l'as eu, toi, elle avait Elle avait 1 an et 1 an, demi. c'est ça. Puis, c'est ça, elle est arrivée avec toute sa réactivité. C'est pas qu'on n'a pas pris des cours, c'est pas qu'on n'a pas essayé des choses, mais tu sais, avant que je tombe sur toi, ben, j'ai eu d'autres personnes qui m'ont montré d'autres choses. Pas que c'est mauvais ou que c'est bon ou que c'est bien. Ça fonctionnait pas tant parce que les choses à l'intérieur, quand ils montraient des choses dans la cour, ça allait super bien. Quand on arrivait en marche, la personne ne savait même pas quoi faire vraiment pour me conseiller à part donne-y des gâteries quand tu croises un chien. OK. Fait que, On va essayer de regarder ça, effectivement. ouais. Là, son attention est sélective et c'est vers le stimuli qui la stresse potentiellement. Regarde sa posture. Ouais, c'est Très rigide. très facile. La queue, les oreilles tournées à l'avant. Respiration. Ouais. Oui, on va continuer. On marche. On a observé comment elle se comportait. Là, elle vient de voir le stimuli qui était comme un peu caché. Fait que c'est pas mauvais que le chien nécessairement, tu sais, vive de l'inquiétude. C'est juste qu'on veut y montrer que dans la société, dans la vie de tous les jours, il va en avoir des choses, puis il faut que le chien gère ça. Ouais. On en croise. Hein? On en croise des gens, on croise des chiens. Il va y avoir possiblement un constat aussi que ben ça se gère. Je vais te montrer comment gérer cet aspect-là. C'est pas guéri. Non. Ah, non. tel aspect va être atténué potentiellement. Ouais. Puis d'autres aspects, ben, ça va être ah mon Dieu, c'est plus le même chien. Donc je parle entre guillemets, là, tu sais, ouais. guérir. Mais tout ça, si c'est génétique, ben, c'est plus difficile. Hein? C'est là que je vais essayer de voir avant d'interpréter. Tu vois qu'elle est nerveuse, elle Ouais. entend un son, elle se retourne. Ben, t'as juste fait un bruit avec ton pied. C'est ça, effectivement. Fait Juliette, que c'est ça que je parle, que le chien se met à sauter. faites de l'ignorance. Le chien se met à sauter, tiraillement sur la laisse. Donc le chien est frustré pour avoir accès à son chien. Fait que là, actuellement, quand je te parlais de dopamine, là, c'est ça que ton chien a dans sa tête, là. Ouais. C'est très addictif, ça, hein? Juliette. Juliette. Alors voilà. Donc Juliette, on va essayer de la faire progresser là où certaines personnes n'ont pas réussi. Et puis, c'est un beau défi, c'est quelque chose qui est intéressant parce que les valeurs de ACE Solutions Canines, c'est-à-dire mes valeurs, ben, sont d'accompagner, hein, de comprendre et d'éduquer. Là, je vais accompagner la maîtresse qui vit des soucis depuis qu'elle a l'âge d'1 an. Donc, Juliette est rendue à 4 ans. Ça fait 3 ans qu'elle vit ses soucis. Je peux être conscient que c'est stressant de vivre ces choses-là, la réactivité canine, de vivre avec un chien aussi qui est un peu anxieux. Et puis, ensuite, ben, je vais comprendre notre Juliette. Je vais essayer de la comprendre. Et je vais essayer ensuite de pouvoir éduquer, entre guillemets, Juliette en l'emmenant sur des bonnes pistes, mais aussi éduquer sa maîtresse sur les pratiques, les mécanismes que j'ai utilisés pour la faire progresser et potentiellement aussi, j'espère, vous éduquer aussi, c'est-à-dire vous transmettre de la bonne information en ayant l'esprit ouvert. Je pense que tout bon éducateur et éducatrice doit avoir cet esprit ouvert et non pas se fermer en croyant qu'elle détient la vérité. Je ne prétends pas détenir la vérité, je fais encore des erreurs, mais mon expérience de terrain depuis les 25 dernières années et surtout mes formations, je continue à me former auprès de différentes personnes à travers le monde que je considère comme étant des références. Vous
quand on se tient sur les épaules de géants, mais ça nous permet de voir plus loin. C'est une citation de Isaac Newton, et c'est comme ça qu'on peut progresser nous-mêmes comme éducateurs ou éducatrices. Alors j'invite les gens qui sont fermés à s'ouvrir davantage sur les différentes formes d'approche qui existent en comportement canin. Et c'est pas maintenant de vouloir dire une approche est meilleure qu'une autre, et c'est pour ça pour moi que le Balance Dog Training appliqué dans les règles de l'art, c'est quelque chose qui est sain, qui est équilibré, qui respecte le chien. Oui, vous allez toujours pouvoir trouver des exemples des gens qui disent utiliser le Balance Dog Training et malheureusement font plus de tort que d'autres choses. Mais on peut dire la même chose au niveau des personnes qui sont en renforcement positif pur. Ils n'arrivent pas à certains résultats. C'est pas que ce sont des mauvaises personnes, c'est juste qu'ils devraient peut-être s'ouvrir également à d'autres méthodes et d'autres mécanismes d'apprentissage. Quand on n'a pas de résultats, ben c'est sûrement quelque chose qui devrait nous indiquer qu'on doit s'ouvrir à d'autres choses. Je vous souhaite une bonne fin de journée, puis vous allez fort probablement avoir différents résultats de cette belle Juliette que l'on veut faire progresser dans sa personnalité. Merci à vous. À bientôt. Alors voilà, donc c'était pour faire une petite mise en train, assurer éventuellement des échanges entre vous. Certains peut-être vont avoir été surpris par mes propos, avoir été surpris par les propos de la propriétaire. Je pourrais vous dire que c'est très représentatif de plus de 70%, voire 80%, là, 8 clients sur 10 ont vécu par rapport à la réactivité de leur chien cette situation, c'est-à-dire qu'ils ont fait affaire avec différents éducateurs, éducatrices ou intervenants ou personnes se disant comportementalistes. Et après avoir suivi des séances, plusieurs séances, parfois sur des années, aucun résultat était à vue finalement. Alors voilà, donc on va regarder ça ensemble, puis on va en discuter là, pendant plusieurs heures naturellement. La formation, la conférence dure quand même un bon bout de temps. Ce qui sera diffusé va être naturellement un peu plus condensé, mais ça va être quand même assez long. Alors allons-y. Donc premièrement, comme je vous ai mentionné précédemment, ça s'adresse aux maîtres, éducateurs, éducatrices, intervenants, même éleveurs, vétérinaires comportementalistes. Et une question qui m'est justement souvent posée, c'est pourquoi que mon chien il progresse pas, Alain, malgré que j'utilise les récompenses, je fais des cours d'obéissance à chaque semaine en salle, il y a d'autres personnes avec nous, on est 6 personnes, 8 personnes, on apprend le renforcement positif, donc c'est des techniques qui sont éthiques, qui sont justes. Pour quelle raison qu'on n'arrive pas à avoir des résultats sur notre chien? Alors, la question, j'ai résumé là, cette introduction-là par mais pourquoi que l'éducation canine échoue malgré les bonnes intentions des propriétaires de chiens, comme vous avez entendu dans la vidéo? Pourquoi que ça arrive, cette chose-là? Alors, ma réponse, elle va être basée sur une expérience de terrain là, de plus de 40 000 heures, là, qui a été échelonnée sur les 25 dernières années. Et aussi mes formations universitaires, sans compter mes différentes spécialisations là, que je fais pratiquement annuellement dans le domaine canin. Alors ma réponse est quand même relativement simple et complexe. Et si ce n'était plutôt pas une question de chimie cérébrale, et non juste là, une question d'éthique ou de bonne volonté du propriétaire ou de l'éducateur ou de l'intervenant, là, peu importe.
Alors, le plan de ma présentation va justement aborder des réponses possibles à cette question et face à ma première réponse qui est au niveau de la chimie cérébrale. Dans un premier temps, étant donné que dans la vidéo, j'ai signifié que je trouvais que le Balanced Dog Training était quelque chose d'intéressant, je vais vous démontrer pourquoi que je dis cette chose-là d'un point de vue de la neurobiologie. Dans un second temps, je vais signifier pour quelles raisons qu'il y a des limites au renforcement positif pur. Et là, on a différentes appellations là, que l'on retrouve dépendamment de l'endroit où on suit nos cours ou on a été formé. Le Force-Free Training, Force-Free Lima, donc Least Invasive, Minimally Aversive, donc avec le moins d'intervention aversive possible. Généralement, les gens qui sont en Force-Free Lima vont dire à la dernière minute, on va peut-être utiliser des outils ou des méthodes plus aversives. On entend aussi Positive Only. On entend aussi Positive Ideology, Reward Only Model. Bref, j'aurais pu en nommer d'autres, là, mais c'est ces termes-là que l'on entend le plus souvent. Vers la fin, je vais parler de réactivité et d'agressivité, une petite incursion dans le comportement agonistique, où on mélange parfois les choses lorsque des chiens communiquent entre eux. Et on pourra faire un petit bilan final. Au travers de ces 4 grandes phases, il va y avoir, comme j'ai dit précédemment, des séances de réflexion et d'échange qui vont être animées, je devrais dire dirigées par les personnes là, que j'ai nommées tantôt. Elles ne sont pas là pour donner leur opinion, elles sont là juste pour assurer que les discussions puissent être menées de façon respectueuse et conviviale. L'objectif n'est pas de démontrer que l'on a raison sur quelque chose et d'assurer des échanges. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Et on pourra revenir, comme j'ai mentionné, sur certaines questions que ces gens-là, ces modérateurs et modératrices auront trouvées intéressantes. Ils vont me les envoyer dans le chat et on pourra les montrer. Je pourrai répondre pour que les gens puissent entendre là, pour l'enregistrement notamment. Fait que je répète, inquiétez-vous pas, vos échanges et lorsque j'irai vous visiter dans chacune des salles virtuelles ne seront pas enregistrés. Alors, tout d'abord, Balanced Dog Training, neurobiologie. Fait que dès le départ, je quitte réellement là, les fameux slogans éducatifs, parfois là, qui sont saupoudrés là, au passage par des biais cognitifs. Donc, je ne suis pas du tout dans l'idéologie pour dire les choses différemment, mais plutôt dans le réel fonctionnement du cerveau du chien. En fait, je vais vous préciser pourquoi l'approche équilibrée, donc Balanced Dog Training, que je résume aujourd'hui simplement par renforcement plus structure plus balise claire. Pour moi, c'est ça du Balanced Dog Training. Et pourquoi que je trouve que c'est si puissant? Que l'éducation canine, basée sur l'approche équilibrée, est si puissante. Naturellement, et là c'est très important, lorsqu'elle est appliquée par une personne compétente. Alors, premièrement, pour garder les choses simples, une approche en science, là, c'est la façon dont on aborde quelque chose. Donc, voyez ça un petit peu comme l'angle ou la prise de décision, la direction que vous désirez prendre dans votre intervention. Tandis qu'une méthode, c'est un ensemble de principes, un ensemble de règles, un ensemble d'étapes qui constituent au final là, un moyen pour atteindre un résultat, atteindre un objectif. Donc, dans l'éducation équilibrée, Balanced Dog Training, on assure par l'approche puis par les méthodes de mobiliser plusieurs circuits neurobiologiques.
Puis ces circuits-là, je les ai résumés là, sur un schéma que je vous ai mis sur la diapositive. Il y a de ça bien longtemps. Là, j'ai fait ça en 2002. Donc, c'est des connaissances qui sont connues depuis très, très, très longtemps, soit dit en passant. Et les trois piliers importants sont l'apprentissage profond, la motivation et la régulation des comportements. Donc, lorsque l'on travaille sur ces circuits, ces trois circuits, on va toucher à ces trois piliers que je viens de nommer. Donc, l'apprentissage profond, qui va surtout servir à la généralisation des comportements dans différents environnements. La motivation du chien, avoir envie de reproduire ce comportement. Et enfin, la régulation des comportements, c'est-à-dire savoir un peu jauger son émotion, réguler comment on se sent, être capable de se ramener plus calme si on était excité précédemment. Et ça, c'est pas juste du bon vouloir, c'est de la chimie, c'est de la neurobiologie qui influence ces comportements. Alors, si on regarde mon schéma, donc on a un rectangle vert et ça, c'est le circuit cholinergique. Et ce circuit cholinergique est activé principalement par un neurotransmetteur qui s'appelle l'acétylcholine. Alors, je sais, je tombe dans des termes un peu complexes, mais n'oubliez pas, dans cette formation, il y a des gens qui viennent de tout azimut, et donc, on a des vétérinaires comportementalistes, des intervenants avec beaucoup d'expérience, éducateurs, éducatrices, mais on a aussi des maîtres qui sont passionnés et qui ont envie d'en apprendre davantage. Donc, ne vous inquiétez pas avec la terminologie. J'essaie de couvrir et d'expliquer concrètement comment que le cerveau du chien fonctionne. Alors, si je reviens à ce que je disais précédemment. Donc, le circuit cholinergique, celui qui est en vert, qui est principalement activé par l'acétylcholine, comme j'ai mentionné, mais il est responsable de quoi, ces circuits-là? Il est responsable de la création de cartes neuronales. Et les cartes neuronales, ça indique à votre chien ou au chien comment se comporter. C'est un peu comme un programme là, qui est activé, comme j'ai déjà mentionné dans d'autres conférences. Pour les plus vieux comme moi, moi j'ai 56 ans, là, pour les plus vieux comme moi qui ont eu les disquettes, on rentrait une disquette dans l'ordinateur et un programme démarrait, ben c'est un peu ça les cartes neuronales. C'est un peu comme une disquette qui démarre, il y a un programme qui démarre et qui indique au chien comment se comporter pour une situation bien précise. Alors, il est reconnu de nos jours, grâce à la neuroscience, que l'acétylcholine est la base de l'attention sélective, de la mémoire contextuelle et de l'apprentissage profond, comme j'ai mentionné précédemment, la généralisation. Alors, l'attention sélective, c'est un peu le chien qui va filtrer les différentes informations qui arrivent à son cerveau et il va pouvoir dire ça, je trouve ça intéressant et ça, je trouve pas ça intéressant. Donc, il va aller sélectionner les informations qui, de son point de vue, sont les plus intéressantes. Et derrière tout ça, on a la notion de concentration sur un certain laps de temps, sur un objet ou sur une tâche. On a la notion de focus aussi qui est derrière ça. Donc, on pourra y revenir également. Mais les trois termes que je viens de nommer, il faut comprendre que c'est le circuit cholinergique qui s'occupe de ces trois éléments-là. De l'attention sélective, de la mémoire contextuelle, donc en fonction du lieu, et de l'apprentissage profond, c'est-à-dire être capable de pouvoir répéter des comportements dans différents lieux qu'on pourrait appeler la généralisation des comportements. Donc,
À chaque fois que vous guidez un chien ou votre chien avec une demande bien précise, avec des marqueurs cohérents, hein, pour les éducateurs, éducatrices, on a les marqueurs positifs, par exemple, les marqueurs négatifs. À chaque fois aussi que par votre posture relationnelle avec votre chien, que c'est très clair, mais vous stimulez cette boucle-là qui fait activer l'acétylcholine dans les circuits cholinergiques. Et ça, c'est quand même important, hein, pour l'apprentissage. Ensuite, on a aussi le circuit adrénergique que j'ai mis en rouge là, dans mon schéma, qui est associé principalement à l'adrénaline. Hein, la noradrénaline également, tout le monde l'a déjà dit au moins une fois dans sa vie. J'étais sur l'adrénaline, ça m'a permis d'agir rapidement. Alors ce sont ces neurotransmetteurs qui vont pouvoir assurer de pouvoir gérer le stress, gérer la survie, hein, l'état de survie, le fameux flight or fight, étant là nommé par les éducateurs ou éducatrices. Mais aussi, il ne faut pas oublier que l'adrénaline est responsable également de la vigilance. Si on veut être vigilant, on a besoin d'avoir de l'adrénaline. Sinon, la vigilance ne sera pas possible. En fait, quand votre chien est en stress aigu, ou comme dans la vidéo, quand le chien est en hypervigilance, mais il ne peut plus vraiment apprendre, du moins apprendre calmement. D'ailleurs, c'est là qu'on va pouvoir dire qu'il est plutôt en mode réaction. Et c'est l'activité du circuit adrénergique qui mène à ce constat-là de la réaction. Alors, c'est là que la structure d'une éducation équilibrée, du Balanced Dog Training, devient, de mon point de vue, essentielle parce qu'elle va permettre d'assurer un cadre là, qui est rassurant pour le chien. Parce que on va définir des repères qui sont clairs et ça va permettre au chien de pouvoir sortir de la fameuse panique. On va lui ouvrir des fenêtres d'opportunité qui étaient fermées dans son cerveau par parfois un manque de compréhension des mécanismes intrinsèques ou neurobiologiques. Et c'est pour ça qu'on m'a demandé de faire cette formation-là, parce que d'autres personnes d'entre vous, vous l'aviez entendu, et vous aviez aimé la façon dont j'aborde l'éducation canine. Alors, on a maintenant le fameux rectangle jaune qui, lui, est le circuit dopaminergique, hein, moteur de la motivation, moteur du plaisir, moteur de quoi principalement? Des habitudes comportementales. Donc, les neurosciences sont maintenant très claires d'ailleurs à ce sujet, soit dit en passant, vous allez avoir les références sur lesquelles je me base. Donc, par mes études en sciences et par mon intérêt aussi, j'ai accès à différentes études que je prends le temps d'analyser, de comprendre, de comparer. Et puis, j'essaie aujourd'hui, par la formation, le temps qu'on va passer ensemble, de vous expliquer les essentiels, vous faire sauver du temps. Alors, ce que je disais précédemment, c'est que les neurosciences sont maintenant très, très claires à ce sujet-là. Quand un comportement donne un gain, par exemple, créer de la distance. Le chien veut créer de la distance avec un autre chien ou envers un humain. Quand ça donne un gain, c'est-à-dire que le chien veut avoir du confort, il sent qu'il est bien.
le chien veut contrôler des ressources. Ressources, ça peut être un lieu, ça peut être un objet, ça peut être la nourriture, ça peut être un ou des humains, etc. Là, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, quand un comportement donne un gain, le cerveau, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va libérer ce que l'on nomme de la dopamine. Hein, c'est pour ça qu'on appelle ça les circuits dopaminergiques. Donc, le cerveau libère l'hormone dopamine. En d'autres mots, ce que ça veut dire que si un comportement est problématique, mais qu'il fonctionne comme japper pour faire reculer un autre chien, là, si on prend l'exemple de la réactivité envers un autre chien, bien, ce comportement peut devenir une stratégie apprise par l'activation intrinsèque de la dopamine, et on sait que la dopamine, le circuit dopaminergique, est responsable surtout des habitudes comportementales. D'où l'importance là d'une éducation équilibrée, comme j'ai dit précédemment, afin de poser des balises, mais surtout dans le but d'interrompre cette boucle-là qui est comportementale, que je considère un petit peu malicieuse, hein, et surtout proposer une ou plusieurs alternatives plus constructives au chien pour qu'il puisse vivre en société. Le chien vit avec des humains en société et donc il faut qu'il comprenne que les stratégies qui proviennent de son cerveau, qui ont été renforcées par son cerveau, actuellement, ne sont peut-être pas des plus adaptées. Et on doit donc assurer de rééduquer son cerveau pour assurer des réponses plus adaptées. Alors, retenez que le Balance Dog Training, je suis pas en train de dire, comme j'ai mentionné dans la vidéo, là, que c'est la solution absolue. Personnellement, je trouve qu'on a un petit peu trop galvaudé le terme Balance Dog Training, puis on l'a réduit souvent à des choses là qui sont pas très intéressantes. En fait, le Balance Dog Training, c'est pas juste une question de récompense ou de punition, comme on le réduit là trop souvent de façon maladroite. Là. En fait, le Balance Dog Training, c'est une intervention directe sur les circuits du cerveau du chien à l'aide d'une approche là que j'appelle holistique, une approche qui est complète, une approche qui est cohérente. Donc, lorsqu'on travaille auprès d'un chien, j'aimerais que vous compreniez qu'on n'agit pas juste sur un comportement. La réelle couche, la couche sous-jacente à l'apprentissage, c'est qu'on agit sur ce que le cerveau du chien encode. Encode, ça veut dire enregistre comme utile ou inefficace. Donc, c'est sur le cerveau du chien que l'on travaille pour faire émettre des réponses comportementales. Alors, j'espère que je vous ai pas trop étourdi. Bientôt, vous allez pouvoir échanger sur le sujet, n'inquiétez-vous pas, et je vais pouvoir également répondre à vos questions. Alors, on a justement ici une petite vidéo d'une durée de 7 minutes. Vous êtes à nouveau invité à écouter la vidéo, à prendre des notes, pour assurer par la suite un échange sur une quinzaine de minutes là, dans chacune des salles virtuelles qui vous ont été attribuées. Alors, je vais partir ça sera pas très long.
voilà, donc aujourd'hui, c'est un petit peu le petit commentaire que je voulais mentionner sans tomber dans toute la technicalité de la chimie, mais un bon éducateur canin, expert en comportement canin, essaie d'utiliser une approche dite holistique. Et une approche holistique, c'est une approche qui est globalisante. C'est-à-dire qu'on va travailler sur le physique du chien. Pourquoi que le chien se met à avoir tel type de comportement? Quand on parle de problème de comportement, dans ce cas-ci de réactivité, est-ce que c'est plutôt quelque chose de physique qui engendre ça, un malaise, une blessure, où le chien devient moins tolérant? Ou c'est plutôt l'aspect émotionnel, le chien par son hypervigilance, comme Juliette par exemple, elle a une hypervigilance qui provient de l'anxiété. Et cette hypervigilance fait en sorte qu'elle est un petit peu moins patiente, elle est plus craintive envers certains stimulus déclencheurs. Ça peut être l'aspect environnemental également. Donc l'aspect environnemental, le chien réagit dans un lieu, ne réagit pas dans l'autre lieu. Est-ce que c'est notre position? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est des événements que le chien a vécu antérieurement qui a fait en sorte qu'il se met à réagir de cette façon-là? Et également, mais comprendre le cerveau du chien, comment il fonctionne. Donc, on voit que les différents mécanismes d'apprentissage dans une approche holistique, l'approche globale, permet à l'éducateur de pouvoir agir sur les causes sous-jacentes au problème et non pas juste sur les symptômes immédiats, c'est-à-dire vouloir arrêter la réactivité uniquement en donnant de la nourriture au chien, puis on s'aperçoit que la nourriture fonctionne pas parce qu'à prime abord, on n'a pas compris que le chien doit gagner en confiance, mieux gérer ses émotions, connaître son seuil de réactivité pour tranquillement permettre au chien de tolérer les différents éléments déclencheurs. Et ça, c'est important pour un chien, notamment comme Juliette. Alors, sans tomber dans toute la technicalité, c'est un petit mot que je voulais lancer à ceux qui sont intéressés par l'éducation canine et les autres éducateurs et éducatrices ou parfois n'arrivent pas à résoudre des problèmes. C'est peut-être parce qu'il manque différents outils. Comme je dis souvent, depuis 20-25 ans, quand on a juste un marteau dans son coffre d'outils, tous les problèmes sont en forme de clous. Et c'est pour cette raison que l'approche du Balance Dog Training, qui est une approche équilibrée, globalisante, de mon point de vue, est une approche qui est juste et qui est intéressante pour faire progresser un chien dans ses comportements. Juliette. Good, ça c'est bien. Juliette. Good. Nope, nope. Excellent. Good, ça c'est bien. Nope. Donc on voit sa surexcitation un peu. C'est difficile pour elle. Fait que ça, c'est une portion de gestion. Ça permet au chien de pouvoir gérer davantage son émotion. Nope, nope. Fait qu'on voit, je suis rentré un peu dans le seuil de réactivité. Donc, tantôt, étant donné que maintenant, Juliette, quand elle voit un stimulus, elle commence tranquillement à vouloir accepter la nourriture, chose qu'auparavant, elle ne voulait pas parce qu'elle manquait de confiance en elle. Donc, comme j'ai déjà expliqué, c'est le système cholinergique qui rentre à ce moment-là en ligne de compte, qui vient contrebalancer, sans dire que ça tombe en opposition totale. Le chien se concentre sur cet aspect chimique du cerveau. Donc, le système cholinergique gère la digestion du chien, entre autres, et ça vient en opposition avec le système adrénergique qui, lui, dit, rentre en excitation, hein, soit fuite, fais une fuite de ça, fight or flight, ou va lutter sur quelque chose qui te stresse. C'est pour cette raison qu'elle a comme un peu oublié de réagir. Et donc, c'est un processus, un mécanisme au niveau cérébral qui est possible d'utiliser avec certains chiens réactifs. Débuter immédiatement avec cet aspect n'est pas une bonne solution, parce que de toute évidence, il y a plein de chiens
qui ne voudront pas prendre la nourriture. Donc, j'ai travaillé sur la gestion des émotions, sur la confiance du chien à travers différents exercices, dont le pressure release, dont être capable de maintenir une position, dont être capable de patienter pendant qu'un autre chien est en train de jouer, en faisant sauter le chien également, pour donner confiance que oui, je peux réussir, faire un léger saut, etc. Et ainsi de suite, je vais être en mesure à ce moment-là de pouvoir faire progresser le chien dans sa réactivité envers les autres chiens. Envers les individus, envers les vélos, ça va de mieux en mieux, le taux de réussite est assez élevé. Là maintenant, Juliette est rendue au stade que, soit en la présence d'un stimulus, je lui demande un assis, et je capte son attention avec la nourriture pour exploiter le système cholinergique, le système qui fait aller, si on veut, le système digestif, et le chien oublie de réagir, dans un très court laps de temps par contre, ou je continue ma suite dépendamment de l'expérience, de ce que j'ai envie de vivre avec le chien. Il faut que l'éducateur porte un jugement. Est-ce que ma réussite va être assurée en continuant de façon linéaire en marchant, ou c'est préférable d'arrêter et laisser le stimulus passer, le stimulus déclencheur. Alors voilà, donc c'est une stratégie possible pour faire progresser Juliette, notamment avec les chiens qui la font réagir. Merci, à plus tard. Alors, rebonjour, me revoilà. Donc, vous avez écouté la vidéo. Vous avez donc entendu de la terminologie que j'ai expliquée précédemment, avec certains petits ajouts. On a dit tantôt que le circuit cholinergique était responsable de certaines choses. J'ai nommé des piliers. Et puis, je viens d'ajouter actuellement que aussi on a le système digestif qui est géré, entre autres, par les circuits cholinergiques. Alors, quand on exploite la nourriture et qu'un chien veut bien prendre la nourriture, donc on est en train d'envoyer un signal en regard à son cerveau que, oups, je veux prendre la nourriture, j'oublie un petit peu d'embarquer dans ma réactivité. Bref, là, ce que l'on va faire, c'est que vous allez pouvoir vous diriger là dans vos salles respectives. Vous êtes déjà là, dans les différentes salles. Donc, Albert, Léonard, Maria, Lydia, Sandrine et Vincent. Vous allez pouvoir vous occuper de gérer les discussions. On va se donner là, une quinzaine de minutes. Je vais partir un chronomètre et puis j'irai là après 10 minutes environ, j'irai vous visiter dans chacune des salles. Naturellement, pour ceux qui vont écouter cette conférence, cette formation là à distance là, qui est enregistrée au niveau du PowerPoint, vous n'aurez pas accès là, aux différentes discussions, je l'ai mentionné tantôt. Fait que je vais mettre le tout sur pause. Je vais aller vous voir dans les salles et on pourra reprendre la conférence par la suite. Donc, c'est parti. Donc, pour une dizaine de minutes, je vous laisse réfléchir, discuter et arriver là, avec nos animateurs avec des questions. Là. Quelques questions. Là, je répondrai pas à 500 questions naturellement. Là, je vais laisser le soin aux animateurs de choisir quelques questions pour qu'on puisse avoir un temps raisonnable au niveau du PowerPoint pour la publication de cette formation.
Alors, rebonjour, me revoilà, donc bien content d'avoir entendu vos échanges et que l'on m'ait signifié que ça a été déjà d'entrée de jeu super stimulant pour tout le monde. On a pris là une trentaine de minutes pour pouvoir discuter de ça. Donc, effectivement, hein, les 10 premières minutes, on est un petit peu peut-être gêné. On veut pas trop mobiliser de temps. Mais on m'a signifié là, les animateurs qu'ils ont finalement été agréablement surpris des échanges qui ont été faits de façon très respectueuse. Alors maintenant, est-ce que vous m'avez envoyé, là, j'attendais quelques instants pour que je puisse recevoir quelques questions là. Voilà, donc j'amène la question ici. Partage à l'écran, tout le monde voit ça. On peut me confirmer ça, s'il te plaît, Albert? Oui, good. Alors, ben voilà, donc laissez-moi le temps là, de lire les questions. Pourquoi insister sur les circuits dans le cerveau, par exemple, dopaminergiques? Voyez-vous souvent de vos clients qui ont été mal conseillés? Êtes-vous en faveur du renforcement positif pur pour travailler la réactivité et l'agressivité? Bon, commençons par pourquoi insister là sur les circuits du cerveau du chien là, par exemple dopaminergique? Ben parce que, notamment, vu que vous nommez le circuit dopaminergique, ben c'est au cœur des stratégies comportementales. Donc, les circuits dopaminergiques ne gèrent pas uniquement là, la recherche de récompense, hein, parce qu'on entend, je donne la nourriture ou des friandises à mon chien, donc j'active la dopamine. Hein, donc, dopamine, circuit dopaminergique. Je joue avec mon chien, avec un tog, avec une balle, donc j'active le circuit dopaminergique, parce que ça crée de la dopamine, l'hormone du plaisir. Ben, ce système-là, le système dopaminergique, ben, il gère l'adaptation stratégique. Et qu'est-ce que j'entends par l'adaptation stratégique? Le chien va prendre des solutions. Hein, il va décider de certaines solutions. Puis certaines solutions peuvent comprendre quoi? Là, je vais lancer tout de suite le terme parce que je vais en parler plus tard. Ça peut comprendre l'évitement, éviter quelque chose. Donc, c'est le système dopaminergique qui va permettre de faire cette chose-là. Contrairement à ce que certaines personnes vont croire, ce n'est pas uniquement la friandise ou le jeu qui va activer la dopamine au cœur même du circuit dopaminergique. C'est connu en neurosciences que le circuit dopaminergique, lui, va transformer un comportement initialement là, qui aurait pu être motivé par, mettons, la peur, en habitude stratégique. Okay? Donc, la création des habitudes va être par le circuit dopaminergique. Je vais en parler plus tard là, de l'impact que ça va avoir sur justement l'augmentation de la dopamine lorsqu'un chien réussit à éviter une conséquence là, qui est dite, mettons, négative, pour dire ça comme ça. On va l'aborder un petit peu plus tard, là, je veux pas m'étaler trop rapidement sur ce sujet. Mais c'est pour ça que j'ai introduit ça dès le départ, parce que je veux casser certains mythes que le système dopaminergique, il est uniquement activé par les récompenses. Et quand je parle de mythes, c'est que c'est reconnu maintenant en neurosciences, j'ai de la spécialisation en neurosciences,
Et certaines études, dont l'étude de Stelly et avec ses collègues en 2016, 2019 également, a démontré cette chose-là, et je vais vous présenter les constats essentiels de l'étude. Mais principalement, pour les éducateurs et éducatrices, voire les passionnés du domaine canin, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ben, ça veut dire que nos stratégies éducatives vont être impactées par ce constat-là. Déjà, je peux vous signifier qu'il faut penser à intervenir avant même qu'une habitude s'installe. Et on pourrait donc parler de mauvaises habitudes. Il faut introduire aussi que des stratégies de réussite qui sont guidées avec bienveillance pour rediriger un chien vers un comportement qui est socialement acceptable va passer par ces stratégies d'intervention avant qu'une habitude s'installe ou une mauvaise habitude s'installe, par, entre autres, la stratégie de l'évitement. Donc, que le chien s'adapte, je devrais dire, d'un point de vue stratégique, à dire je vais éviter cette chose-là, c'est préférable dans cette circonstance-là. Et ça va faire une augmentation de la dopamine dans son cerveau, qui est reconnue comme étant l'hormone du plaisir, l'hormone de la récompense. Alors voilà, est-ce que les autres questions, c'était êtes-vous en faveur du renforcement positif pur pour travailler la réactivité et l'agressivité? Là, ici, comprenez-moi bien, là, je sais qu'il y en a qui sont à l'intérieur du renforcement en positif pur. Je suis pas du tout contre le fait d'utiliser le renforcement positif. Je suis pas du tout contre le fait de dire essayons d'utiliser des stratégies le plus possible là, pour récompenser des comportements. Je forme des chiens d'assistance. Principalement, majoritairement, on utilise la stratégie des renforcements de comportement. Mais il y a aussi à l'intérieur certaines interdictions qui doivent être mises, des balises claires. Je pourrais aussi reparler de tout ça. Là où je suis, pour répondre à la question, là où ce qui me dérange un petit peu, c'est que on croit que le renforcement positif pur est la seule et unique façon de faire et que c'est la solution à tous les problèmes et qu'on peut régler tous les problèmes comportementaux avec le renforcement positif pur. La notion d'efficience, c'est-à-dire de temps et de ressources que l'on utilise, n'est pas prise en compte très souvent. On peut travailler pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans là, en renforcement positif pur. Et on va arriver à certains résultats. On pourrait aussi l'avoir plus rapidement. Ça dépend de la problématique. Mais lorsqu'un client vient nous voir, le client veut pas avoir à débourser des milliers de dollars pour régler un problème. De façon éthique, de façon bienveillante, de façon intelligente, dans un temps, finalement, qui pourrait se faire plus rapidement. Et là, je suis pas en train de prôner, en passant, la punition dans l'absolu, là, parce qu'on fait souvent cette opposition fallacieuse entre renforcement positif pur et le côté obscur, la correction et la punition. Je suis pas du tout dans cette façon de penser. Je ne suis pas dans l'idéologie. L'idéologie crée de la rigidité, crée de la fermeture, et ici, sans vouloir faire de la politique, on le voit très bien avec Trump. Pas pour rien qu'on utilise le terme trumpiste de plus en plus. Ce message un peu détourné, idéologique, amène très souvent que les gens ne se parlent pas
et les gens se mettent dans un piédestal absolu pour pouvoir gérer le monde, en guillemets. Donc, je ne suis pas dans l'idéologie du tout, peu importe la forme d'idéologie, soit dit en passant. Donc voilà, et enfin, voyez-vous souvent de vos clients qui ont été mal conseillés? Majoritairement, mes clients ont vu entre 2 à 4, là, je me mets une petite marge de manœuvre, mais minimum 2, et je suis conservateur ici, plus souvent 3 et 4 éducateurs ou éducatrices auparavant, et je vous dirais une grande majorité par rapport à la réactivité et l'agressivité, vu que c'est le sujet du jour, ont été en renforcement positif pur, malheureusement. Donc voilà, alors on va être prêt maintenant à pouvoir poursuivre notre présentation. Donc on va se diriger sur la prochaine diapositive, donc diapositive numéro 8. Donc maintenant, je vous mets un schéma là, simplifié du cerveau du chien avec 4 zones que j'appelle les zones clés, là, qui sont impliquées dans la réactivité ou l'agressivité. Donc, tout en haut sur mon schéma, vous voyez le cortex préfrontal. Donc ça, c'est la zone que je pourrais résumer, la zone de contrôle et la zone d'inhibition, pour dire ça comme ça. Donc, en des mots, mettons un petit peu plus simples. C'est là que va se prendre la décision de ne pas faire quelque chose ou de faire autrement. Donc, c'est grâce au cortex préfrontal que le chien arrive à prendre cette décision-là. Donc, pour le chien, d'ailleurs, comme pour vous, là, comme pour l'humain, c'est une zone qui permet d'évaluer le contexte, mais aussi de moduler une impulsion. C'est grâce au cortex préfrontal qu'on arrive à gérer nos impulsions. Donc, naturellement, c'est une zone qui est assez fragile aussi. Hein? Plusieurs d'entre vous, vous le savez sûrement, c'est une zone là qui, sous stress aigu, peut être mis hors circuit, pour dire ça comme ça. Donc, comme pour l'humain d'ailleurs, hein, en passant, lorsqu'on est en surcharge émotionnelle, on n'arrive plus souvent à réfléchir. Et lorsqu'on n'arrive plus à réfléchir, moi, ma façon de dire ça, c'est que notre circuit, dans ce cas-ci, notre cortex préfrontal, est mis hors service. Donc, je résume ça comme ça. Fait que c'est pour ça d'ailleurs, hein, il y a des maîtres et des maîtresses là, tantôt là, qui me posaient des questions, que votre chien réactif, là, il peut sembler perdre la tête, hein, ou il devient là, totalement sourd à votre demande que vous y avez fait. Parce que c'est son cerveau qui est en train de gérer les choses et la commande que vous lui avez demandée ne peut pas être activée parce que le cortex préfrontal a été mis hors service. Et c'est plutôt une autre zone qui rentre en ligne de compte que j'aime personnellement là appeler la sentinelle de la peur. Même si cette peur peut être fictive ou réelle, c'est la zone qu'on appelle les zones amygdales qui gèrent cette peur-là. Les zones amygdales, ils scannent constamment l'environnement. Okay? Et le but des zones amygdales, c'est d'essayer de détecter des menaces potentielles. Et si cette zone-là s'active, il va y avoir une cascade d'hormones. Puis les hormones qui vont être mises de l'avant, c'est les hormones adrénaline et noradrénaline, qui peut alors mettre court-circuiter, pour dire ça comme ça, là, le cortex préfrontal que je parlais précédemment. Donc,
ce que je veux que vous compreniez, c'est pas une question de volonté là, du chien. C'est simplement biologique. Et c'est là que commencent les comportements généralement là, de défense ou les comportements de réactivité qui parfois là, sont interprétés à tort comme étant de l'agressivité, là, mais on va y revenir. Là, nous y reviendrons là, un petit peu plus tard, vers la fin de la présentation. Ensuite, si je regarde mon schéma, ben je vois que l'on a le striatum ventral. Donc ça, c'est le centre de la motivation, le centre aussi du renforcement. C'est là que le cerveau va encoder ou enregistrer ce qui a fonctionné. Exemple, votre chien a jappé, a grogné ou je sais pas moi, a sauté, et l'autre s'est éloigné. Le cerveau peut alors dire, je vais encoder cette chose-là comme étant une victoire. Puis à chaque fois, je vais tenter de répéter ça. Et là, c'est une boucle qui se répète. Et à chaque répétition de cette boucle, nous sommes en train de créer des habitudes comportementales. Et c'est là que la dopamine va intervenir parce que le chien retrouve un gain de faire cette chose-là. Donc, comme j'ai dit précédemment, les mauvaises habitudes de votre chien peuvent donc devenir une stratégie apprise. Moi, je nomme ça comme ça. Puis ces stratégies-là apprises peuvent être conscientes ou inconscientes. Puis, ils vont être renforcés, comme je viens de dire, par la dopamine. Parce que, retenez que la dopamine, c'est le moteur des habitudes comportementales. Enfin, j'ai inscrit, c'est un résumé, soit dit en passant, mais d'un niveau quand même plus élevé que vous êtes habitué peut-être de recevoir, j'ai inscrit le système mésolimbique. Donc, c'est le circuit du plaisir anticipé. Qu'est-ce qu'il va faire, ce circuit-là? Bien, il va préparer votre chien à vouloir répéter une action qui a mené à un gain, qui a mené à une récompense. Que cette récompense soit réelle ou qu'elle soit perçue comme une récompense par votre chien, c'est le système mésolimbique qui s'arrange pour dire « Hey, mon ami, ça vaut la peine que tu répètes cette action-là parce qu'elle est payante. » Et payante, ça veut dire qu'elle t'amène de la dopamine dans le cerveau, et ça, c'est l'hormone de la récompense. Et donc, de la création des habitudes comportementales. Donc, le système mésolimbique joue finalement un rôle essentiel, hein, vous le comprenez. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce système-là, il est activé même si la récompense, c'est juste l'évitement d'un malaise. Ça signifie que le comportement réactif ou agressif de votre chien, parce qu'il veut faire fuir l'autre individu, ben, il va être perçu comme étant payant par le cerveau de votre chien. Et c'est le cerveau de votre chien qui va faire en sorte que les comportements vont se reproduire. C'est pour ça que je dis que on n'est pas juste dans le bon vouloir ou même dans l'éthique des choses. On est dans la façon dont le cerveau fonctionne. Bref, je ne veux pas trop m'étendre non plus parce que je suis passionné. Ça fait des années que je m'intéresse au cerveau pour différentes raisons. Parce que, tiens, je vais ouvrir une parenthèse ici, parce que j'ai différentes cordes à mon arc. Je suis également ingénieur de formation. Je suis créateur de trucs de magie pour des magiciens professionnels au Québec et à l'international. Donc, je m'intéresse au cerveau pour différentes raisons, dont aussi le domaine de la magie.
J'ai aussi mon frère qui est traumatisé crânien depuis qu'il est dans la vingtaine. Donc, ça fait des années, il est rendu dans la soixantaine. Je me suis intéressé au cerveau pour comprendre comment il fonctionne. Et parce que aussi, avec le temps, on s'est aperçu personnellement que j'avais une facilité là, à l'école. Par mes études universitaires, je pouvais faire plein de choses en même temps parce que j'ai ce qu'on appelle la douance. Et en passant là, différents tests, donc des tests de quotient intellectuel, bon, j'ai eu des résultats en haut de 145, etc. Donc, tout ça pour dire que je suis un passionné, puis ma passion, entre autres, pour les neurosciences, la façon dont le cerveau fonctionne autant chez l'humain que sur le chien, fait en sorte que je me suis passionné à comprendre le pourquoi. Hein? On dit, donnez à un homme un pourquoi et il supportera n'importe quel comment. Donc, pour moi, c'est important de comprendre pourquoi qu'on agit de cette façon-là pour ensuite agir sur les comment. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, le cerveau de votre chien, c'est lui qui choisit ce qui fonctionne. Donc, si vous n'intervenez pas, si vous ne modifiez pas cette boucle qui se répète dans son cerveau, ça va s'ancrer profondément, que ça soit conscient ou inconscient, hein, de façon automatique. Donc, c'est pour ça que le Balance Dog Training, par ses interventions là qui sont claires, mais aussi par la valorisation de bons choix, agit à tous les niveaux à la fois, les 3 circuits que je vous ai parlé précédemment, ainsi que les 4 zones cérébrales impliquées dans les comportements de votre chien. Donc, l'éducation équilibrée, ça l'aide votre chien à retrouver du contrôle. Ça l'aide votre chien à désactiver la peur. Ça l'aide votre chien à motiver, à adopter un autre comportement. Et surtout, ça j'y tiens profondément, à ressentir à nouveau du plaisir. Dans des contextes, dans des environnements plus apaisés, pour dire ça comme ça, grâce à la reconstruction des cartes neuronales. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Là, j'ai fait d'ailleurs une petite présentation d'une 30aine de minutes, PowerPoint, qui est gratuite sur ma page ACE Solutions Canine. Donc voilà, donc je m'étendrai pas davantage là-dessus. Je pense qu'on est assez allé en profondeur, autant pour convenir à des personnes là, un peu plus dans le domaine des sciences que pour, entre guillemets, les maîtres et maîtresses là, passionnés pour comprendre davantage leur chien. Maintenant, ici, je touche un point névralgique de mon point de vue, que bien des intervenants, des éducateurs, des éducatrices, des programmes là, d'éducation ou de rééducation le sous-estiment. Le fameux contexte. Un chien, là, ça n'apprend pas dans le vide. Hein? Le chien enregistre. Son cerveau, je devrais dire, encode ses apprentissages dans un environnement donné. Il y a des sons, il y a des senteurs, des odeurs, des distractions, et il y a même l'état émotionnel du maître. Qu'est-ce que vous projetez comme énergie, comme posture? Alors, lorsque vous faites des exercices dans votre cours à la maison ou dans une salle de cours, dans un lieu qui est contrôlé, qui est prévisible, en absence là, de distraction que j'appelle naturelle, vous créez à ce moment-là ce que l'on nomme une carte neuronale, mais c'est une carte neuronale spécifique. Malheureusement, cette carte spécifique
est très, très souvent peu transférable dans la réalité de la vie, notamment pour les chiens réactifs et agressifs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer par un endroit plus calme, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ça tombe souvent en rupture, en échec, parce que on ne tient pas compte des distractions naturelles. Alors, juste un instant, parce que j'ai un petit message dans le... Oui, d'accord. Désolé, je pensais tantôt que je l'avais mentionné. Je l'ai peut-être oublié, là, effectivement. Une question a été posée sur c'est quoi une carte neuronale, là. Alors, une carte neuronale, il y a plusieurs cartes neuronales dans le cerveau de votre chien. Je vais garder ça simple, là. C'est un peu comme des codes de programmation, pour dire ça comme ça. Puis ça l'indique à votre chien comment se comporter dans une situation bien précise. Donc, les cartes neuronales se construisent en fonction du contexte. Hors contexte, c'est comme mettre un mauvais CD, là. Vous mettez une chanson rock dans un spectacle de musique classique, là. Malgré qu'on pourrait le faire, là, mais vous comprenez, là, qu'est-ce que je veux dire par ça? Donc, c'est pas la bonne musique qui part en fonction du contexte. Et lorsque vous ne travaillez pas dans un environnement où il y a des distractions naturelles, pour les chiens réactifs et agressifs, c'est pour ça qu'il n'arrivera pas généralement à répéter ce que vous avez essayé de lui enseigner. Et ça, je dis ça en toute humilité ici, là. Prendre un chien réactif, voire même agressif, parce que j'en ai fait de la salle en passant, hein, dans les débuts de ma carrière, dans ma pratique, dans mes cours de maître chien, quand j'aidais mon maître là, qui m'a montré les choses, on faisait de la salle. Et déjà, je voyais quand même les faiblesses de ça, mais bon, on se construit notre compétence hein, avec le temps. Et c'était très facile, entre guillemets, là, quand je dis facile, avec les bonnes méthodes, les bonnes techniques, de faire en sorte qu'un chien ne réagisse pas dans une salle de cours, avec 1, 2, 3 chiens, avec d'autres personnes. Parce que rapidement, le chien était en mesure de détecter ce contexte, il est particulier, et si je réagis pas, good, ça va être payant pour moi. Mais il était incapable de reproduire cette chose. Le pourcentage de clients qui disaient « Hey, ça fonctionne pas ailleurs. Pourquoi? » Parce que le cerveau du chien fonctionne en fonction de lieux spécifiques. Les cartes neuronales se créent dans des environnements donnés. Les sons, les odeurs, comme j'ai dit tantôt, voire même votre état émotionnel qui change dans un lieu versus un autre lieu. Donc, c'est pour ça que j'ai délaissé la salle assez rapidement et j'ai développé mon expertise à travailler dans l'environnement, chez les gens, puis dans la vraie vie. C'est sûr que les chiens d'assistance m'ont amené rapidement à développer cette expertise-là, parce qu'on comprend qu'un chien d'assistance, c'est dans l'environnement, hein, dans la vraie vie, qui doit reproduire ces comportements qu'on cherche à lui montrer, les tâches spécifiques qu'on veut lui faire apprendre. Et rapidement, j'arrivais à des résultats parce que je transposais très vite, très rapidement dans la vie pour la pratique et pour voir même démontrer les choses. Alors, voilà, donc pourquoi finalement là que c'est très important l'environnement, là, si je conclus là-dessus, j'espère que j'ai été clair en passant là, pour la carte neuronale, désolé là, si je ne l'avais pas expliqué, je l'ai mentionné tantôt, j'ai une formation qui parle spécifiquement, qui est gratuite, de carte neuronale. Donc, pourquoi l'environnement, hein, l'importance du contexte réel, c'est pour ça que j'ai appelé ça comme ça, là,
c'est que le cerveau, lui, c'est le système cholinergique, n'est-ce pas, qui encode l'information contextuelle, on l'a mentionné tantôt. Donc, le système cholinergique prend l'information contextuelle, qu'on le veuille ou non en passant, hein. Ça veut dire que l'apprentissage est lié au lieu. Le système cholinergique fonctionne de cette façon-là. Les études en neurosciences le démontrent. Et si on change de lieu, l'animal, le chien, ça se peut qu'il ne reconnaisse pas la demande ou du moins qu'il ne soit pas capable de le répéter dans ce contexte-là. Comme je dis souvent là, dans les formations que je donne, dans un langage d'humain, sans faire d'anthropomorphisme, le chien il est compétent dans la salle de cours ou dans votre cours à vous, à la maison, mais il est débordé dans la vraie vie, en présence de stimuli. Donc, il n'arrive pas finalement à faire ce qu'il doit faire. Et c'est pourquoi que l'exposition à un environnement réel, c'est-à-dire les rues, les parcs, les autres chiens, des stimulations naturelles, de mon point de vue, et pas juste de mon point de vue, du point de vue de la neuroscience, c'est un levier neurobiologique qui est essentiel. Puis ça, c'est essentiel à quoi? Là, je m'adresse aux intervenants, aux vétérinaires comportementalistes, aux éducateurs et éducatrices, et aussi aux maîtres et maîtresses, je m'adresse à tout le monde. C'est essentiel, ça, à la généralisation des apprentissages, mais aussi à la stabilité émotionnelle. Donc, j'aime dire très souvent que c'est dans un chaos maîtrisé que votre chien, que le chien apprend à retrouver son calme par l'activation des bonnes cartes neuronales là, que j'ai expliquées précédemment. Donc non, je le répète, c'est pas un manque de volonté de votre chien, c'est pas aussi uniquement un défaut de méthode. C'est très clairement une erreur de contexte éducatif. Votre chien doit apprendre dans le réel. Ça fait quoi, plus d'une heure et demie sûrement, là, quand nous sommes en présentation. Donc, je vais faire une diapositive encore, puis on pourra prendre une petite pause pour ceux qui veulent aller à la salle de bain, etc. Là, je viens d'avoir un petit message à ce sujet. Fait que je vais faire cette diapositive-là, qui est une question qui m'est souvent, très souvent posée, là, étant donné ma spécialité en réactivité, agressivité. L'exercice physique est-il toujours bénéfique pour les chiens réactifs, anxieux ou hypervigilants? Ça, on me demande ça régulièrement. On a conseillé au maître ou à la maîtresse de faire beaucoup d'exercices. On fait des cours d'éducation canine axés principalement sur l'exercice pour aider ces chiens, là, réactifs, anxieux, voire hypervigilants. Bon, je vais essayer ici, c'est pas tout noir, tout blanc, là, d'accord? Là, c'est mon expérience de terrain, puis les études que j'ai lues aussi à ce sujet, là, sur lesquelles je m'inspire. Donc, quand on prône la stimulation ou la dépense physique par des entraînements, là, style Schutzhund, chien de protection, soit à ring ou hors ring, là, peu importe, c'est très bien, sauf que il faut faire attention. Quand un chien est déjà en mode alerte, en mode réaction, chaque activité, chaque sortie trop intense peut entretenir, voire même aggraver son état. Donc, sur le plan neurobiologique, là, ce n'est pas la dopamine du plaisir qui s'active nécessairement, mais plutôt l'adrénaline, le cortisol. Et l'adrénaline, on sait que c'est responsable de la vigilance.
Sans adrénaline, on ne peut pas être vigilant. Donc, le cerveau du chien il enregistre, encode, j'essaie d'utiliser des termes techniques, l'encode c'est le terme technique, enregistre c'est le terme plus général, qui doit rester sur ses gardes. Son cerveau ancre des réflexes d'alerte et son cerveau n'ancre pas la détente. Ce qu'il faut à votre chien, pour les chiens hyper vigilants, très anxieux, qui mènent très souvent à la réactivité, ce sont des phases dites de décompression. Donc des promenades dans l'environnement, mais des promenades lentes. On ralentit le rythme. On cherche à montrer au chien à ralentir le rythme. On cherche à montrer au chien à sentir, à explorer, à observer, à utiliser ses sens, mais de façon calme, de façon instinctive. Pas pour l'épuiser, mais pour, là c'est très important ce que je vais dire, pour le réguler. On cherche à réguler le chien pour que ça soit le système parasympathique qui rentre en ligne de compte. Et le système parasympathique, c'est le système du cerveau. Le système du cerveau qui dit « c'est l'heure du repos, c'est l'heure d'un calme intérieur, c'est l'heure de l'équilibre émotionnel. » Hein? Même l'humain, c'est comme ça. Donc, le Balance Dog Training, pour une personne qui est compétente en Balance Dog Training, comme j'ai dit au début dans la vidéo, vous allez toujours trouver quelqu'un là, qui va faire plus que de tort que de bien avec le Balance Dog Training, mais avec une autre approche aussi, que ce soit le renforcement positif pur. Mais avec le Balance Dog Training, une personne compétente, un intervenant, un éducateur, éducatrice compétente, doit savoir quand ralentir en offrant un cadre clair qui est rassurant et qui est prévisible dans ce ralentissement-là. J'aime donc travailler dans l'environnement et libérer le chien sous des consignes très claires pour qu'il puisse aller explorer, mais sans trop de stimuli alentour pour l'apaiser intérieurement. Et j'exploite de cette façon-là, avec cette stratégie, le système parasympathique qui, lui, est responsable de façon neurobiologique à l'équilibre émotionnel, à l'homéostasie, au retour à rester calme dans l'environnement. Donc, pas d'excitation à tout prix, là. Il faut trouver un rythme qui va permettre justement à votre chien de retrouver son homéostasie, de respirer, de rester stable dans un environnement qui est relativement calme et vraiment ensuite pouvoir progresser. On a besoin de ces moments-là, autant l'humain que votre chien ou que le chien. Donc, soyez rassurés, là, je suis pas contre les sports canins, là, IPO et tout ça, je suis pas contre ça. Pour avoir éduqué plusieurs chiens, par contre, qui ont été initiés, possiblement trop rapidement et probablement de façon non adaptée à la personnalité du chien, mais je mets quand même un bémol pour les chiens réactifs hypervigilants et anxieux. Basez toujours sur les études et vous aurez les références à la fin de mon PowerPoint pour ceux qui veulent en savoir davantage. Donc, prenez garde à ces éducateurs, éducatrices, instructeurs passionnés par leur sport canin qui pensent qu'ils vont pouvoir, j'utilise encore une fois le mot entre guillemets guérir parce que dans les communs des mortels utilisent souvent ce terme, mais on rééduque un chien avec ses sports canins. Parfois,
Et très souvent, par mon expérience, encore une fois avec les clients que je reçois, les chiens également en pension éducative, thérapie comportementale, j'ai eu des chiens qui ont passé, c'était supposé être 1 mois chez un autre éducateur, passionné par ce sport canin notamment, et il a passé 4 mois le chien, et ce qui est sorti de là, c'est un chien qui est tombé agressif. Il est rentré avec de la réactivité, il est sorti avec de l'agressivité, et il a mordu un employé notamment. Et puis ensuite, j'ai dû réapprendre au chien de nouvelles façons de voir l'humain, parce que les techniques appliquées sur le chien n'étaient pas du tout adaptées, ça créait vraiment trop de stress. Alors, j'ai fait, en soit dit en passant, également de la compétition avec mon premier berger allemand. J'ai développé des chiens d'intervention, ça je vous l'ai mentionné, et je développe encore également actuellement des chiens d'assistance. Donc, je suis en mesure de pouvoir porter un jugement très critique sur cette question très pertinente qui m'a été posée par plusieurs clients, mais aussi des éducateurs et des éducatrices là, qui connaissent mon expertise. Donc, je suis pas contre l'exercice, évidemment, c'est important, autant pour l'humain que le chien, mais dans certains cas, l'exercice doit aussi être suivi de périodes de décompression, et souvent c'est plus la période de décompression qui est plus profitable à apprendre au chien que cette intensité extrême que l'on cherche à développer chez le chien, à le mettre sur le qui-vive. Alors, on va se prendre une petite pause de 10 minutes, et puis je repartirai par la suite pour la suite de la présentation. Hein, on a quand même plusieurs heures à passer ensemble pour cette formation. À bientôt!